Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les défis de l'industrie du futur pour les machines de production. Je suis Marc Engel, je suis le dirigeant d'Agileo Automation. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous chez Agileo Automation? Nous sommes une société, une PME qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires basée en France, 18 personnes. On travaille déjà à l'export. On fournit des solutions de connectivité et de contrôle robotique pour les machines de production industrielle, avec des logiciels qui sont déjà déployés sur des machines dans le monde entier. Et notre cœur de métier, c'est justement d'accompagner les équipementiers en créant des logiciels pour piloter les machines de production complexes, en se basant sur l'intégration de notre produit propre, le framework d'automation industrielle A2ECF, comme c'est représenté sur ce schéma. C'est un véritable système d'exploitation pour les machines qui va permettre d'utiliser et de communiquer avec les différentes ressources de la machine et de rendre la communication, de faciliter la communication avec la partie MES, PLM, tous les systèmes IT et l'interface opérateur. Pour rentrer dans le vif du sujet, ces équipementiers qui sont souvent sur des machines très complexes ont un certain nombre de problématiques que je vais commencer par vous présenter. Les machines sont des systèmes, deux systèmes, regroupent des systèmes, c'est de plus en plus complexe. On parle de system of systems. On va intégrer des composants sur étagère comme des robots, des caméras, des systèmes de lecteurs RFID. On va intégrer des machines d'usinage avec de la métrologie. Il y a des cascades d'intégration qui fait que c'est de plus en plus, c'est un métier qui devient de plus en plus difficile. Les machines doivent être interopérables, elles doivent être connectées dans de multiples usines. Ça peut être les mêmes usines pour les mêmes clients, mais on a aussi de multiples clients et chaque client va avoir des spécificités, des besoins particuliers. On a ensuite une problématique de délai, de time to market. On travaille souvent avec des entreprises très technologiques qui ont mis au point des procédés qu'il faut ensuite industrialiser et livrer. Ça prend beaucoup de temps. Il y a des délais de livraison qui sont cependant très courts quand on conclut un marché avec une usine qui a qualifié une technologie. C'est un problème important d'arriver à livrer la technologie, même si la partie du process, par exemple, a été qualifiée en laboratoire. Tout ce qui est automation, l'industrialiser, c'est vraiment un point important. On a ensuite des gammes de machines à gérer parce que chaque équipementier va avoir des machines qui sont pour certains types de clients adaptés à certains types de process et il va falloir gérer ces gammes. On a ensuite, quand on travaille sur des machines à forte valeur ajoutée, un déploiement mondial des machines pour arriver à amortir les coûts de R&D. On ne peut pas se contenter de livrer ces machines uniquement dans le pays dans lequel on travaille. Ça crée de véritables problématiques en termes de support et c'est particulièrement vrai en ce moment. Une problématique également, c'est de garder son indépendance pour capitaliser sur son offre. Donc quand on est équipementier, on a une pression parce qu'on doit s'intégrer avec d'autres systèmes. Donc on a une pression qui vient du côté IT où on nous impose un certain nombre de choses. On a une pression côté du matériel qu'on utilise. Et là également, on a parfois même des systèmes IT et des matériels qui sont des grandes entreprises qui peuvent travailler ensemble et l'équipementier va se retrouver pris au milieu. Donc c'est certainement peut-être pas complet, mais il y a énormément quand même de problématiques pour les fabricants de machines de production, au-delà du côté de leur process qu'elles doivent bien sûr mettre au point, que ce soit du process de la métrologie.
Donc, par rapport à cette problématique de système de plus en plus complexe, on pense qu'une vision modulaire de l'architecture, en séparant bien les problématiques, en ayant, par rapport à ces équipements qu'on vient intégrer, une intégration de sous-systèmes arborescentes où on vient bien identifier les différentes parties, a une valeur. C'est en utilisant par exemple l'ingénierie dirigée par les modèles qu'on va pouvoir modéliser l'équipement, représenter les interfaces des différentes sous-parties, travailler également de manière itérative en ayant cette bonne architecture et pouvoir utiliser des technologies qui viennent d'autres domaines industriels, entre le semi-conducteur, l'aéronautique. Il peut y avoir des fertilisations croisées. Pour répondre à la problématique d'interopérabilité et de connectivité, il y a des normes. Donc, déjà, répondre avec les normes qui sont utilisées dans une industrie, c'est un moyen important d'éviter d'avoir à faire des choses trop spécialisées. Et quand on travaille avec de multiples clients, de ne pas avoir à faire une interface pour chaque type de machine. En ce moment, il y a l'interface OPC-UA, cette architecture de communication qui se déploie de plus en plus. Mais OPC-UA, c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses et il y a des spécifications qui sont les core spécifications et ensuite on a des spécifications qui vont dépendre du type de machine. Donc, il faut se poser ce type de questions sur quel modèle sémantique on veut travailler, tout en ayant la possibilité de rester ouvert à des spécificités machines, à des interfaces ad hoc, parce que quand on travaille sur des machines innovantes, les standards ne peuvent pas être correspondre exactement à ce qu'on va pouvoir faire. Donc, il faut pouvoir articuler entre les standards et de la complémentarité sur ces standards. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le domaine du semi-conducteur, une industrie dans laquelle on travaille beaucoup avec un modèle générique qui s'appelle GEM et qui va être ensuite décliné sur d'autres types de machines. Et voilà, en utilisant des technologies qui sont le plus possible largement adoptées. Concernant la problématique de time to market et les délais de livraison, là, il faut réutiliser des blocs de base. On ne peut pas, quand le client final nous donne 6 mois pour fournir une machine, souvent les délais sont basés sur le temps de l'équipement, de la partie de la machine qui a le délai de livraison le plus long. Mais pas du tout sur les délais d'ingénierie qu'il peut y avoir sur la machine. Donc, on n'a pas vraiment d'autre choix que de réutiliser des composants, des modules, des librairies, mais aussi une architecture avec des briques qui vont correspondre à des composants du commerce et avec une connaissance des bonnes pratiques du domaine. L'utilisation d'un framework et de privilégier cette architecture va permettre de gagner du temps, d'être déjà dans un système qui est cohérent et qui répond à une partie des problèmes. Et également, un autre moyen de gagner du temps, c'est de découpler le développement logiciel de la disponibilité des matériels. Donc, on l'a dit en préambule, on a des machines complexes avec des sous-systèmes, chacun a ses délais d'approvisionnement et pouvoir travailler sur le logiciel qui va piloter cet ensemble en ingénierie concurrente pendant que la machine est assemblée, potentiellement en faisant des intégrations partielles, en virtualisant des matériels, c'est quelque chose qui est très important et qui va permettre de rester dans les délais.
Également, préparer la connectivité avec les systèmes IT de l'usine avant la mise en service. Donc avant que la machine ne soit livrée, pouvoir préintégrer la connectivité de la machine avec les systèmes informatiques de l'usine. On gagne du temps là sur la mise en route dans l'usine. En ce qui concerne les gammes de machines qui sont à gérer, on a véritablement une ingénierie à faire sur la gamme de produits, de travailler en amont sur la variabilité qui peut nous être demandée, voilà, aussi bien au niveau des machines que de leur logiciel de contrôle. Pour ça, on peut travailler sur des familles de produits sur lesquels on va décliner un framework logiciel en lien avec la structure des différentes des machines de la gamme et un système qui soit modulaire aussi pour le logiciel de contrôle. On a, comme je disais tout à l'heure, un déploiement mondial des machines. À l'heure actuelle, avec la crise sanitaire, ça crée des problèmes parce que pour que ce soit pour le déploiement, la mise en route, on ne peut pas toujours aller se déplacer sur le pays pour suivre et dans l'usine dans laquelle on met en route. L'utilisation d'une supervision à distance va permettre de collecter des données opérationnelles et il faut que ça soit prévu dans le système qu'on a. On va pouvoir collecter des KPI sur des données de fiabilité, de disponibilité et pouvoir analyser cela afin de reboucler pour améliorer le procédé des équipements en utilisant des données réelles. Et pour ça, le jumeau numérique est quelque chose de très important très utile qui va permettre des mises en service virtuelles et potentiellement également de faire de la maintenance à distance. Donc, je voulais faire un petit focus sur cette valeur ajoutée du jumeau numérique sur tout le cycle de développement d'une machine, de la phase commerciale jusqu'à la maintenance. Dans la phase commerciale, ça va permettre de travailler sur la présentation aux prospects, aux distributeurs, aux représentants, de valider la préétude. Dans la phase d'étude, on va pouvoir travailler sur la partie conception. Ça va permettre d'aider les gens à travailler ensemble dans les différentes disciplines mécatroniques, donc bureau d'études mécaniques par exemple avec le bureau d'études logicielles, de valider des scénarios, de valider aussi des temps de cycle. Et puis ensuite en réalisation, on va pouvoir avoir une validation visuelle des développements sans machine, potentiellement. Ça permet aussi l'ingénierie concurrente avec quelque chose qui est tout simple, mais un jumeau numérique, on peut le copier sans coût important, ce qui permet vraiment à des équipes de travailler ensemble et d'avoir chacun leur copie de la machine pour travailler. Et on va pouvoir faire des intégrations partielles. En production, on va pouvoir utiliser ce jumeau pour naviguer dans l'arborescence de la machine, donner une vision potentiellement des organes non visibles de la machine en production pour des machines très complexes qui sont cartérisées, par exemple. Et en maintenance, ça va permettre d'analyser, de reproduire des problèmes sans se déplacer. De potentiellement aussi valider des modifications sur le jumeau numérique et de pouvoir les envoyer ensuite sur la machine réelle sans avoir de déplacement à effectuer avec une meilleure confiance sur la modification qu'on réalise. Ensuite, on a cette problématique de garder son indépendance pour capitaliser sur son offre. Je le disais, il y a cette pression côté IT et d'utiliser des technologies, donc autant que possible utiliser des standards de communication. Mais quand on intègre par exemple des robots, on va avoir des langages à utiliser et
Ben, on se retrouve par exemple avec des cas où un système de CAO ou de programmation hors ligne qui est côté bureau d'études dans l'usine va pouvoir dialoguer directement avec le robot qu'on utilise dans un langage spécifique. Mais quand on a ce type de problématique, l'équipementier qui est au milieu est désintermédié, ubérisé comme on dit également. Euh, et le fait de maîtriser les langages qu'on utilise pour y mettre sa propre intelligence de sa machine, c'est quelque chose d'important. Donc, utiliser des langages largement adoptés, pas forcément des langages qui vont être spécifiques à un fabricant particulier. On explique que sur le langage C# qu'on utilise, il y a 6 millions de programmeurs environ. Il y a aussi des ressources disponibles, des personnes qui sont formées. C'est beaucoup plus restreint pour des langages sur des automates particuliers, pour des robots particuliers. Donc, il ne faut pas non plus, quand on reçoit des cahiers des charges, laisser l'IT décider de l'architecture interne des équipements, parce que il faut cette IT de l'usine, du client final, il faut qu'on puisse la réutiliser pour d'autres types de clients et in fine, ça bénéficie aussi au client parce qu'il va pouvoir bénéficier du retour des autres, peut-être de ses concurrents, de ses confrères, et ces retours vont pouvoir être réintégrés et ça va améliorer la maintenance de la machine. Voilà, nous, on propose une offre autour du framework A2ECF pour répondre à ces problématiques. C'est une capitalisation sur plus d'une décennie d'expérience en automatisation industrielle. On aide les équipementiers à relever ces défis de l'industrie du futur, d'alléger leur travail pour le rendre plus supportable et, comme je le disais, apporter également plus de valeur in fine aux end users.